Vous êtes sur Néo Info, vous avez fait un choix éclairé et c'est l'heure de décryptage. Nous recevons comme d'usage Mamadou Diouf, éditorialiste. Mamadou, bonjour. Bonjour Michel. Merci de répondre toujours à notre invitation. Le Parlement sénégalais a validé lundi à la majorité des voix le projet de loi consacrant le nouveau code électoral. Réunis en session extraordinaire, les députés ont voté à l'issue de débats houleux dans la division le nouveau code électoral qui se voulait pourtant consensuel. Un dialogue politique avait été lancé dans cette perspective en janvier 2020 pour déboucher sur un document approuvé des différentes parties prenantes, à savoir la majorité, l'opposition, les non-alignés et la société civile. Mamadou, quels sont les griefs de l'opposition contre le nouveau code électoral? En fait, il y a des griefs, mais il y a ce qui intéresse le plus l'opposition présentement. Dans le code depuis 1992, comme on le voit également dans le code dans plusieurs pays, quand une personne est condamnée en fonction des pays à 2 ans, à 3 ans, chacun à sa période, cette personne n'est plus électrice. C'est-à-dire qu'elle perd son droit de vote, alors que dans une bonne partie de nos pays, quand on ne peut pas être électeur, on ne peut pas être candidat. Il se trouve que Karim Wade a été condamné pour enrichissement illicite, Khalifa Sall a été condamné pour escroquerie, et à travers ce dialogue politique, certains pensaient que c'était peut-être l'occasion pour résoudre ce problème, pour permettre à ces deux personnalités politiques qui avaient voulu être candidats aux élections présidentielles et qui n'avaient pas pu à cause de ce texte-là, les gens avaient pensé que ce serait l'occasion de résoudre ce problème, et ça n'a pas été le cas. Donc l'opposition tape du poing sur la table à cause de ce fait, et à quoi le ministre de l'Intérieur répond en disant que bon, c'est une loi qui date de 1992, la loi est antérieure aux condamnations, donc on ne peut pas dire que c'est des lois qui ont été faites pour ces personnes, et il faut reconnaître qu'il a raison sur ce plan-là. La loi était là avant que la condamnation ait lieu, mais il y a le contexte politique qui fait que l'opposition veut coûte que coûte que Karim Wade et Khalifa Sall puissent être candidats aux prochaines élections si eux-mêmes le désirent. Le deuxième grief, c'est le bulletin unique. On combat depuis fort longtemps de l'opposition au Sénégal pour 2 raisons. L'opposition considère que le bulletin unique permet de réduire le coût des élections. Il permet de simplifier les élections. Parce qu'imaginez, lors de l'élection présidentielle passée, s'il n'y avait pas eu le parrainage qui a bloqué beaucoup de gens, il y avait pratiquement 100 personnes qui s'étaient portées candidats à la candidature. Vous imaginez ce que ça peut faire, 100 personnes avec 100 bulletins de vote. Les gens riaient même en disant que, imaginez combien de temps une personne va prendre pour voter, et est-ce qu'on pourra voter pendant une seule journée? Donc il y a des questions techniques quand même, il y a des questions objectives qui sont là, qui font que depuis lors, l'opposition a dit, pour des raisons pratiques, pour des raisons d'économie, mais pour des raisons de sécurité du vote aussi, qu'on utilise ce bulletin unique, parce que le bulletin unique permet de sécuriser davantage le vote que quand c'est les bulletins multiples. Donc il y a ces 2 problèmes fondamentaux qui sont là, que l'opposition a posés sur la table et sur lesquels ils n'ont pas d'accord. Un autre problème concerne un organe qui va organiser les élections de façon indépendante. Il y a quand même au Sénégal ce qu'on appelle la Sénat, la Commission électorale nationale autonome. L'opposition trouve que ça ne suffit pas parce qu'il y a encore le ministère de l'Intérieur qui s'en mêle. Il pense que pour une meilleure transparence au niveau des élections, il faut que l'organe qui organise ces élections soit un organe complètement indépendant. Sur cela également, il n'y a pas eu de consensus, et c'est pourquoi il y a eu des débats houleux au niveau de l'Assemblée, l'opposition considérant que c'est un forcing de la part du pouvoir, le pouvoir considérant que l'opposition est en train tout simplement de vouloir faire de la manipulation politicienne par rapport à un code dont une bonne partie des articles existent depuis 1992, sur la base d'un consensus. Et c'est sur ce code que toutes les élections ont été organisées jusqu'à présent. Une partie de l'opposition a participé au dialogue dont vous parlez, qui a eu lieu en janvier 2020, mais il faut le dire, une autre partie de l'opposition avait boycotté ce dialogue, ne se reconnaissant pas dans ce qu'eux, ils considéraient comme une stratégie de la part du pouvoir en place. Mamadou, vous avez parlé de 3 points. Quand on prend le premier point, 2 noms reviennent sans cesse, Karim Wade et Ali Fassal.
Et on a l'impression, ou bien l'opposition, on dit que le président actuel est en train d'instrumentaliser les institutions pour barrer la route à ces deux opposants qu'il qualifie de farouches. En fait, ici, on a ce mauvais mariage toujours entre le droit et la politique. À chaque fois que ces deux se marient, c'est la querelle tout le temps. Les conseillers conjugaux vont parler fatigués, mais tu ne pourras jamais trouver une solution. Et en fait, c'est ce qui revient. Une chose est vraie, Khalifa Sall est un concurrent dangereux. Il a été élu maire de Dakar devant le parti du président de la République. Il a été élu député pendant qu'il était en prison. Donc à Dakar, voilà un monsieur qui a incontestablement une base électorale. Mais Khalifa a également une envergure sur le plan national, que l'on ne connaît pas encore d'un point de vue concret parce qu'il n'a pas encore participé à une élection nationale pour qu'on dise voilà ce dont il est capable. Donc effectivement, pour Dakar et éventuellement pour le Sénégal, Khalifa est un candidat dangereux pour le pouvoir. Ça, il faut le dire de façon extrêmement claire. Quand il était maire de Dakar, on lui a mis plusieurs fois d'ailleurs les bâtons dans les roues parce que il allait quitter la mairie de Dakar, aller à la présidence parce qu'il était en train de faire un travail. Si on l'avait laissé continuer ce travail, certainement il aurait dû en profiter sur le plan politique. Quand il s'agit de Karim Wade, c'est totalement différent. Personne ne sait ce que Karim représente, sauf qu'il est le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade. Et d'ailleurs, on considère que si Wade a perdu le pouvoir, c'est à cause de son fils. Les élections auxquelles il a participé, on l'a battu dans son centre de vote, on l'a même battu dans son bureau de vote. En plus, beaucoup de personnes qui ont quitté le PDS l'ont quitté à cause de Karim Wade. Il reste quoi au PDS aujourd'hui? Il faut se poser la question. Karim représente quoi aujourd'hui? Il n'a pas encore participé à des élections nationales, mais moi je ne fais pas partie de ceux qui pensent que Karim est un danger. Karim n'est pas du tout un danger, parce que Karim est simplement le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade. Vous le mettez sur l'échiquier politique au niveau du Sénégal, lui seul, qu'il se mette dans le combat politique, il y a très peu de Sénégalais qui vont le suivre, ça c'est très clair. Donc c'est deux situations qui ne sont pas du tout les mêmes. Khalifa peut effectivement constituer un danger parce qu'il a prouvé sa représentativité sur le plan électoral. Karim n'a jamais prouvé quelque chose sur le plan électoral. La première situation donc nous intéresse à Khalifa Sall. Si le pouvoir en place, c'est-à-dire le président Macky Sall fait son dernier mandat, comme la Constitution le recommande, pourquoi aussi avoir peur d'un tel candidat, Khalifa Sall? C'est que la prochaine élection présidentielle, il y aura d'abord des élections locales qui sont toutes proches en début de l'année prochaine. Et avec les élections locales, il y a les maires et autres. Quand l'opposition occupe des mairies, surtout quand c'est des mairies importantes, ça donne de la force à l'opposition. Ça leur donne également une certaine visibilité, ça leur donne plus de capacité de s'opposer au pouvoir qui est en place. Donc on ne le laissera pas gouverner tranquillement. Vous avez les élections législatives également qui suivent, avant qu'on arrive aux élections présidentielles. Donc effectivement, c'est un calcul politique, aussi bien du côté de l'opposition que du côté du parti au pouvoir. Parce qu'on est loin aujourd'hui de l'élection présidentielle. Mais vous connaissez les politiciens. Dès qu'on finit avec une élection présidentielle, ils font cap sur la prochaine élection présidentielle, comme on le dit. Au lieu de s'occuper du développement, on s'occupe du prochain mandat ou bien des prochaines élections pour voir comment débouter le président de la République. En fait, c'est ça qui crée ce débat où on parle de la présidentielle comme si on était devant la présidentielle, alors que pour le moment, c'est les locales qui sont là dans quelques mois. Ensuite, l'élection législative. Mais c'est des politiciens, c'est des calculs, c'est des gens, contrairement à ce que l'on croit, ils ne sont pas dans le quotidien, ils sont toujours en train de voir comment garder leur position ou comment quitter. Maintenant, il reste une équation. Le président Macky Sall n'a toujours pas dit qu'il ne va pas faire un troisième mandat, mais il n'a pas dit aussi qu'il ne fera pas un troisième mandat. Et si l'on s'en tient à ce que l'on voit au Sénégal, de plus en plus, on voit certains de ses partisans le pousser à faire un troisième mandat. Dire que s'il postule à un troisième mandat, ils vont le soutenir, alors qu'on a vu d'autres membres du parti, importants, influents, des cadres du parti, quand ils ont dit ce que la loi dit, en disant que le président Macky Sall ne peut plus faire un autre mandat, ils ont été sanctionnés dans le parti.
parfois même le poste qu'ils occupaient d'un point de vue administratif, on leur a retiré ce poste-là. Et ce sont des suspicions. Mais ça dépasse des suspicions, parce que des suspicions, c'est quand rien n'est clair, Oui. mais avec ça, ça commence à dépasser des suspicions. Parce que quand on ne veut pas être candidat, il y a la jurisprudence Issoufou. C'était très clair. Et moi, j'ai dit aux gens, quand quelqu'un ne peut pas dire qu'il n'est pas candidat, c'est parce que quelque part, il est intéressé. Parce que quand on n'est pas candidat, c'est très simple. Ouais, on le dit. C'est très simple. Est-ce que vous êtes candidat aux prochaines élections? Non, Non. je ne suis pas candidat aux prochaines élections. Mais je suis en train de travailler, je suis au début de mon mandat, le mandat n'est pas encore fini, ce n'est pas le moment de parler de campagne. Tu es intéressé. Un point, un trait. Vous avez également parlé de ce débat houleux autour du bulletin unique qui, selon l'opposition, doit réduire les coûts et d'autres choses. Où se trouve la contradiction entre l'opposition et le pouvoir à ce niveau? Mais ce qui est curieux, d'abord, il n'y a pas de contradiction. Ensuite, vous connaissez ce que l'on voit dans nos politiques. Quand on est dans l'opposition, on défend une chose. Quand on arrive au pouvoir, l'opposition repropose ce que tu avais proposé et tu te poses. D'ailleurs, ils ont servi cet argument à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui parce qu'ils ont été ensemble dans l'opposition contre le président Abdoulaye Wade en particulier. Et à l'époque, les gens avaient également posé cette question du bulletin unique, que Wade, étant au pouvoir, avait refusé. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est ceux qui sont au pouvoir qui refusent, et Wade et ceux qui sont avec lui aujourd'hui proposent le bulletin unique. Bon, il y a un peu ce jeu malsain. Moi, je l'appelle un jeu malsain de la part des politiciens, où on a l'impression parfois on se moque des populations sur un certain nombre de questions. Une chose est sûre, le bulletin unique, on le voit de plus en plus, c'est ce qui est utilisé un peu partout. D'abord, la première raison, c'est l'économie. C'est même de l'écologie, parce qu'au lieu de le papier, c'est du bois. Toute cette quantité de papier qu'on doit faire pour chaque candidat ou pour chaque liste de candidats, quand on transforme ça en un seul bulletin, vous imaginez que les choses deviennent beaucoup plus faciles en ce moment, en termes de logistique sur le plan papier, alors que souvent même pour acheminer ces éléments, on a des problèmes, nous n'avons même pas les moyens pour le faire. Donc, il y a quand même des raisons objectives pour aller dans le sens d'un bulletin unique. Et avec le bulletin unique, le vote est encore plus facile. Il est encore plus rapide. Alors qu'on rencontre tout le temps ce problème, il est l'heure, les gens sont là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les laisse voter? Est-ce qu'on prolonge le vote, etc. Mais il faut aller dans le sens de le faciliter parce qu'on a vu des élections au Sénégal où, à cause du nombre de candidats, mais tout le monde s'est posé des questions sur comment les élections vont se faire. Et c'est parce qu'une partie des électeurs ne sont pas allés. Si tous les électeurs étaient allés, 18 heures n'auraient pas permis à tous ceux qui voulaient voter de voter. Et ça, l'opposition l'a fait en faisant des calculs, en calculant la personne qui vote, ça prend combien de temps, etc. Il y a quand même des données objectives dedans. Mais bon, le pouvoir, pour des raisons que lui seul sait, continue à s'opposer, alors que certains qui sont au pouvoir défendaient ce bulletin unique il y a moins de 10 ans. Et cet organe qui va incarner la transparence au niveau des élections, un débat entoure, j'allais dire, également cela. Oui, le débat ici est dû au fait qu'au Sénégal, comme dans beaucoup de pays, c'est le ministère de l'Intérieur qui est chargé de l'organisation des élections. Et le ministre de l'Intérieur fait partie du parti au pouvoir. Alors que depuis 1992, parce que c'est ce code dont on parle qui est en train d'être modifié, était un code consensuel. Le président Abdou Diouf avait dit que ce n'est pas normal qu'on soit toujours en face d'élections qui sont contestées. Il avait réussi les politiques, il avait réuni plutôt les politiques, des techniciens, et ils avaient réussi à s'entendre. Donc le code de 92 était un code consensuel. Et dans ce code, les gens avaient demandé à ce que celui qui s'occupe des élections soit une personne neutre. Et comme c'est le ministre de l'Intérieur, ce qui avait été fait, c'était de nommer un général à la retraite comme ministre de l'Intérieur. Et les élections avaient été organisées, personne n'avait contesté, le président de la République lui-même a perdu les élections sur la base de ce code consensuel. Pour dire que quand même, la question du code n'est pas quelque chose de négligeable. Pour l'opposition, le ministre va être juge et partie en même temps. Pour qu'il ne le soit pas, soit il faut qu'on fasse ce qui avait été fait à l'époque, en 92, qu'on nomme quelqu'un qui n'appartient à aucun parti politique, qui est une personnalité connue pour sa neutralité, pour son honnêteté, etc. Ou bien, à la place de la Sénat, où c'est toujours l'administration qui met en place des gens pour organiser l'élection, qu'on mette en place tout simplement un organe chargé des élections, comme ça se voit dans certains pays. C'est ce que l'Algérie a fait. Il y a d'autres pays qui ont quitté Sénat, CENI, etc., mais qui mettent en place un organe qui est chargé
les élections et qui fonctionne de façon indépendante. C'est ça la proposition de l'opposition sénégalaise actuellement. Dernière question à vous, Mamadou. Jusqu'où ira cette division entre l'opposition et le parti au pouvoir, non seulement au niveau de l'hémicycle, mais au niveau également des sphères politiques du Sénégal? On va peut-être vers des manifestations, parce que le M2D, le mouvement qui a organisé les marches et les dernières manifestations qui ont mobilisé le plus de monde au Sénégal depuis quelque temps, le M2D a montré son désaccord et il considère que la rupture du consensus est un appel à la confrontation. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. Ils ont déjà appelé les populations à la mobilisation en leur disant d'être à l'écoute du prochain mot d'ordre. Donc pour eux, il va falloir contester dans la rue ce texte, puisqu'ils ont introduit une demande au niveau du Conseil constitutionnel pour refuser le code électoral. Si ça ne marche pas, certainement, il ne restera que la rue pour contester le code électoral qui a été voté il n'y a pas longtemps au niveau de l'Assemblée. Mamadou Diouf, merci. L'invité sport est déjà en place. On marque une petite pause et on le reçoit.